Ok, eh bien on peut y aller. Bonsoir à toutes et tous. Donc on se retrouve pour la session de février de l'Académie Notre Affaire à tous. On est super content de vous proposer ce sujet ce soir enfin, auquel on a pensé, alors qu'il y a un sujet du coup le préjudice écologique qu'on rencontre pas mal quand on travaille en droit de l'environnement et sur les sujets environnementaux et climatiques qu'on aborde chez Notre Affaire à tous. Mais là, c'est notamment une jurisprudence assez récente sur laquelle Isabelle a travaillé et va pouvoir revenir, qui nous a donné l'idée en fait de faire une session dédiée à ce sujet dans le cadre de l'Académie Notre Affaire à tous. Et donc, je vais présenter voilà, rapidement Isabelle et le thème de ce soir. Et puis ensuite, comme d'habitude, donc, je laisserai la parole à Isabelle pour environ 35 minutes de présentation et on aura à la fin un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à préparer soit vos questions à l'écrit dans la discussion ou alors vous pourrez également ouvrir vos micros si vous le souhaitez pour poser votre question directement à l'oral. Ça peut être question, mais c'est aussi intéressant pour nous si vous avez simplement des réflexions par rapport à d'autres dossiers sur lesquels vous pouvez travailler ou des sujets d'actualité que vous avez auxquels vous vous êtes intéressé. Voilà, donc question, réflexion, on aura un temps dédié en seconde partie de session et donc on devrait terminer aux alentours de 19h10 à peu près, 19h15. Voilà, et donc pour présenter Isabelle, qu'on est ravi de recevoir, puisque donc Isabelle est avocate au barreau de Marseille, principalement en droit de l'environnement et de l'urbanisme. Euh, donc surtout essentiellement uniquement d'un point de vue des victimes d'atteinte à l'environnement, donc associations de protection de l'environnement ou particuliers. Donc, elle a un double, on va dire, les compétences juridiques, mais aussi des compétences naturalistes qu'elle a acquis en parallèle de son activité d'avocate. Et notamment, elle est donc aujourd'hui bénévole dans le groupe local NAT Méditerranée, qui entoure la zone marseillaise et alentour, mais aussi auprès de la LPO PACA. Donc voilà, et aujourd'hui, elle va nous parler de préjudice écologique, des difficultés d'évaluation et de la réelle affectation de la réparation en nature de l'atteinte environnementale, avec notamment l'exemple des posidonies en Méditerranée, mais aussi d'autres réflexions et exemples qu'elle pourra développer. Donc voilà, Isabelle, c'est une petite présentation, n'hésite pas à compléter si besoin, mais je te laisse la parole et si tu souhaites partager ton écran, on peut démarrer maintenant. Ok, merci beaucoup Emma. Je suis ravie d'avoir été sollicitée par l'Académie Net pour présenter ce sujet. C'est un sujet effectivement qui me tient à cœur et sur lequel j'ai beaucoup travaillé en partenariat avec France Nature Environnement PACA, puisque c'est une jurisprudence effectivement qu'on a travaillé ensemble de main dans la main avec les juristes de France Nature Environnement PACA. Donc je partage mon écran, j'ai fait un petit PowerPoint rapide. Ça fonctionne. Ok. Euh, alors. Donc, je vais vous parler du préjudice écologique. Alors, je vais vous en parler plutôt d'un point de vue jurisprudence pénale. Alors, la jurisprudence que je vais aborder dans un second temps, c'est la jurisprudence du tribunal maritime. Le tribunal maritime, c'est une juridiction qui est spécialisée. On en a une à Marseille. En l'occurrence, c'est des infractions. Elle a à connaître des infractions pénales liées à la navigation. Et là, elle avait à connaître des infractions pénales liées à l'ancrage des yachts, des grands yachts sur la Côte d'Azur, mais pas que, et à leur impact sur l'environnement. Donc, en fait, elle a connaissance d'infractions environnementales en dehors du tribunal correctionnel. Alors, ce sont les mêmes magistrats, parce qu'on a la chance à Marseille d'avoir un parquet qui est spécialisé, des magistrats qui sont spécialisés. Donc, les magistrats environnement qui siègent également au tribunal maritime, voilà, sont spécialisés en environnement. Et c'est aussi pour ça qu'on a pu avoir une décision qui est vraiment intéressante, une réflexion qui a été intéressante, même si le dossier a duré longtemps, qu'il y a eu plusieurs envois, qu'on a plaidé le dossier plusieurs fois. Mais ça aboutit, ça valait le coup parce que ça aboutit à une super jurisprudence qui est réfléchie et où on a eu l'aide de l'assistance spécialisée auprès du parquet régional environnement qui a pu soutenir effectivement et confirmer ce que nous disions en tant qu'association de protection de l'environnement.
Ça a été aussi une collaboration efficace et qui a permis d'avoir une jurisprudence intéressante. Donc le préjudice écologique, vous le savez, vous le savez pas, mais il est fixé aux articles 1246 et suivants du Code civil. Il est assez récent parce que il a été créé par la loi, il a été créé dans les textes en tout cas, par la loi pour la reconquête de la biodiversité qui date de 2016. On a beaucoup entendu parler de ce préjudice écologique antérieurement parce que ça a été d'abord une construction jurisprudentielle et notamment on en a entendu parler avec l'affaire de l'Erika avec un arrêt de la Cour de cassation de 2012. Donc voilà, cette loi de 2016, elle est venue peut-être un peu tardivement, mais elle est venue consacrer un principe jurisprudentiel qui se détachait depuis un long moment parce que en fait on ne souhaitait plus enfin, les associations de protection de l'environnement, lorsqu'elles elles allaient devant les juridictions pénales et qu'il y avait un préjudice reconnu à l'environnement, elles ne se satisfaisaient plus de la seule demande de réparation d'un préjudice moral. Et il fallait qu'il y ait une réparation d'un préjudice écologique avec une priorité, et on va le voir rapidement, la priorité du préjudice écologique et le fondement même de ce préjudice écologique, c'est une réparation en nature. Ce qui n'est absolument pas le cas du préjudice moral affecté aux associations de protection de l'environnement quand elles interviennent devant les juridictions pénales. Donc le préjudice écologique a été consacré comme un préjudice objectif et il faut bien le distinguer de tous les autres préjudices subjectifs causés aux intérêts humains. C'est un préjudice qui est différent des autres parce qu'il remplit pas les caractères habituels du préjudice, comme les critères de préjudice certain, direct, personnel et actuel. Vous verrez, ça peut être un préjudice qui est indirect ou direct. Et ça, c'est quelque chose qui nous est beaucoup opposé en face. Et notamment, moi, je plaidais encore hier sur ce sujet-là. Et les avocats, quand ils sont pas spécialisés, ils nous ramènent toujours à l'article 1240 du Code civil en nous disant, mais votre préjudice, il n'est pas direct en tant qu'association de protection de l'environnement. Si, en fait, il n'y a pas besoin qu'il soit direct, c'est vraiment un régime de responsabilité qui est distinct du régime de droit commun de la responsabilité. Et c'est un régime de responsabilité, enfin, pardon, de réparation, pardon. Un régime de réparation qui est vraiment intéressant pour les associations de protection de l'environnement, mais qu'il faut quand même manier avec prudence parce qu'on a des jurisprudences qui partent un peu, à mon sens, hein, c'est vraiment, ça n'engage que moi ces propos, mais qui peuvent partir un peu dans tous les sens, parce que c'est un préjudice enfin le préjudice écologique, il est attrayant, mais il ne faut pas en faire non plus n'importe quoi et le demander à tour de bras sans le justifier et sans qu'il y ait une affectation des sommes au titre de ce préjudice. Donc, j'insiste bien sur le fait que c'est un nouveau régime de réparation, mais pas un régime de responsabilité. Alors, pour aller plus de manière globale hein, sur l'article 1247 et les caractères du préjudice écologique pour qu'il soit mobilisé devant les juridictions, et moi là je vais vous parler uniquement de mon expérience devant les juridictions pénales, parce que c'est vraiment là où j'exerce le plus, donc je vous parle de ce que je connais. Il faut une atteinte non négligeable. Alors, il faut une atteinte non négligeable qui est soit aux éléments, aux fonctions aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. C'est des notions qui peuvent être un petit peu vagues et c'est à nous en tant que association de protection de l'environnement et avocats de se saisir de ces notions pour démontrer qu'il y a une atteinte non négligeable. Et en fait, ce travail-là, moi, je me suis vite rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire enfin, tu ne pouvais pas le faire en tant que simple juriste, et qu'il fallait s'appuyer, et c'est ça qui est très intéressant dans ces dossiers-là, il faut s'appuyer sur les réflexions des scientifiques, sur les recherches des scientifiques, pour aller démontrer cette atteinte non négligeable. Moi, en l'occurrence, dans mon dossier de Posidonie, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet sur la Posidonie, que ça commençait à être de plus en plus médiatique parce qu'on commençait à se rendre compte de l'intérêt de cette plante endémique de Méditerranée pour l'homme, rien que pour l'homme, même pas pour le reste des animaux ou la flore, mais voilà, il y avait une vraie prise de conscience qui commençait à arriver et il y avait notamment des vidéos de sensibilisation qui est très, très courtes, mais pour sensibiliser les pouvoirs publics à l'intérêt
de réglementer le mouillage notamment en leur indiquant et en leur démontrant que l'ancrage sauvage et le mouillage sauvage des yachts sur la Posidonie causaient des dégâts considérables. Donc en fait, je me suis servi simplement d'une vidéo lors de l'audience qui durait 5 minutes et qui était à destination des pouvoirs publics plutôt, mais pour qu'ils soient bien sensibilisés à ces problèmes. Et ça permettait en fait de porter un peu un message qui n'était pas que porté par ma voix de juriste, mais porté par c'était une société donc qui était spécialisée dans la transplantation de Posidonie qui avait fait cette petite vidéo de sensibilisation. Et donc, c'était des scientifiques qui avaient fait cette vidéo. Et donc, ça, voilà, ça envoie un message un peu plus fort que si nous, simples juristes, on porte ce message, même si on va le sourcer de recherches scientifiques. Voilà, c'est quelque chose qui est important de porter cette parole scientifique même à la barre. C'est pour ça que je disais que, et c'est ce qu'on a fait dans un second temps, puisqu'on a eu plusieurs audiences dans ce dossier, on a demandé au parquet de faire citer l'agence de l'eau dans ce dossier-là. J'insiste aussi sur ce point-là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire citer des scientifiques ou des professionnels dans ces dossiers-là pour qu'ils soient interrogés par les juridictions, pour qu'ils puissent apporter leurs connaissances et pour qu'on n'ait pas la simple parole de l'avocat qui, souvent, les magistrats sont considérés, enfin, on est souvent considérés comme de mauvaise foi partiale, mais quand on a des scientifiques qui appuient ce qu'on dit, on a forcément une écoute qui est plus intéressante et plus importante des magistrats. Et donc ça, c'est intéressant. Souvent, d'ailleurs, on voit l'Office français de la biodiversité en audience pénale qui peut appuyer effectivement les recherches scientifiques et qui peut appuyer aussi toute notre argumentation sur l'atteinte non négligeable aux écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme. Ensuite, une fois qu'on a démontré cette atteinte non négligeable, qui est le premier critère fondamental du préjudice écologique, il faut quand même être conscient que tout le monde ne peut pas agir et que l'article 1248 a vraiment délimité l'action en réparation, puisqu'il faut une qualité et un intérêt à agir, et ça c'est classique. Donc elle a délimité et on va voir qu'elle le délimite, mais en pratique, les personnes qui ont le pouvoir, la qualité et l'intérêt à agir au titre du préjudice écologique ne s'en servent pas souvent. Donc, en premier lieu, effectivement, il y a l'État, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales dont le territoire est concerné. Et là, moi, ça fait 11 ans, enfin, 10 ans que j'exerce dans ce domaine et je n'ai jamais vu l'Office français de la biodiversité se constituer partie civile quand il y a une atteinte à l'environnement. Je n'ai jamais vu non plus l'État se constituer partie civile et encore moins demander un préjudice écologique. Les collectivités territoriales le font très rarement par manque de connaissances, par manque de temps, ou alors elles ne reçoivent pas d'avis à victime, même si l'infraction environnementale concerne leur territoire. Et donc là, à mon sens, il y a une lacune parce que, notamment du côté de l'Office français de la biodiversité, parce que sur des infractions qui sont graves à l'environnement, il y a vraiment, et quand ils n'ont pas été les agents verbalisateurs, il y a vraiment un intérêt à ce qui se constitue partie civile pour demander la réparation du préjudice écologique parce qu'ils ont les compétences et ce que n'ont pas forcément les associations agréées au titre de la protection de l'environnement. Ils ont les compétences pour réparer le préjudice en nature en fonction des sommes qui leur ont été allouées. Ils ont les compétences. Et on voit aussi que d'autres organismes ont ces compétences, notamment les établissements publics prioritairement à caractère administratif. Donc là, je parle notamment des parcs nationaux. Nous, on a le parc national des Calanques qu'on voit très régulièrement en audience et qui effectivement sollicite régulièrement le préjudice écologique parce que sur les terrains qu'ils gèrent et qu'ils protègent, effectivement, ils sont compétents pour aller réparer le préjudice écologique qui a été effectivement effectué. Donc ça, les établissements publics, on voit enfin en tout cas à Marseille, parce que je pense que le parc national des Calanques est celui qui se constitue le plus partie civile. Il y a une activité judiciaire la plus importante, mais on voit voilà, pour le coup, ce parc s'est vraiment saisi de cet instrument. Et enfin, on a les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans. Et qui ont pour but et objet social la protection de la nature et la défense de l'environnement.
Donc, il n'y a pas forcément besoin d'être agréé. On peut simplement être, voilà, et il peut y avoir une création d'association qui doit dater au moins de 5 ans. Euh, et ça, c'est un élément qui est intéressant. Voilà, donc on voit que c'est les acteurs, enfin, globalement dans la jurisprudence liée au préjudice écologique devant les juridictions pénales, c'est vraiment les acteurs qui se saisissent de cet outil de protection de l'environnement. Donc c'est dommage que ce soit les seuls, mais voilà, c'est vraiment eux. Et heureusement que les associations de protection de l'environnement sont là, effectivement, pour se saisir de cet élément. Ensuite, l'article 1249, et ça c'est le fondement même et l'objet même du préjudice écologique, qui priorise une réparation en nature. C'est-à-dire que le préjudice écologique, il n'a de sens que si l'atteinte à l'environnement est réparée. Sinon, on est sur une sorte de préjudice moral et on n'a pas besoin d'utiliser ces articles du Code civil. Et c'est vraiment ça la spécificité du préjudice écologique. Sauf que la réparation en nature, concrètement, moi je la vois très très rarement et dans la jurisprudence elle est très rarement possible parce que la réparation en nature elle devrait se faire par la personne qui est condamnée, que la personne qui est condamnée elle est souvent pas qualifiée pour intervenir et son intervention risque d'avoir un impact encore plus important sur l'environnement. Donc c'est quelque chose dont on peut malheureusement pas se servir souvent, cette réparation en nature par le condamné. Et donc, il faut réfléchir à d'autres possibilités pour qu'il y ait quand même une réparation en nature. Et c'est là que c'est un petit peu une gymnastique un petit peu intéressante. On va demander, et c'est ce qui s'est passé dans le cas des Posidonie, c'est on n'a pas la réparation en nature par les capitaines de yacht qui sont allés mouiller sur la Posidonie, elle n'est pas possible parce que les capitaines de yacht, ils ne sont pas compétents pour aller plonger pour aller replanter de l'herbier Posidonie là où ils l'ont arraché. Que c'est quelque chose qui est très compliqué techniquement, qu'il faut un suivi scientifique à 5 ans. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, on a imaginé un autre système, c'est que on pouvait effectivement demander une condamnation à des dommages et intérêts pour que les instances compétentes en matière de transplantation d'herbiers de Posidonie puissent aller réparer en nature le dommage environnemental. Donc c'est un peu quelque chose d'hybride qui n'est pas forcément prévu par les articles du Code civil, puisqu'on prévoit une réparation en nature, mais sinon à défaut monétaire. Voilà, nous on a effectivement privilégié quelque chose d'un peu d'hybride dans cette jurisprudence-là, mais c'est aussi régulièrement utilisé en disant voilà, une réparation en nature n'est pas possible, donc c'est une réparation monétaire, mais qui doit servir à une réparation en nature par les personnes compétentes. Voilà, après tout, la difficulté, c'est comment, et ça c'est vraiment la difficulté du préjudice écologique, c'est comment on évalue le dommage environnemental et comment on évalue les sommes nécessaires pour sa réparation. Et ça c'est quelque chose qu'on rencontre quand on fait du droit de l'environnement quotidiennement, cette difficulté, parce que et c'est mentionné par tous les acteurs du droit de l'environnement. Et ça, c'est vraiment important de le noter. On a là tous la même difficulté, et ça fait depuis en fait que la loi est instituée, il n'y a rien qui a été prévu. Pas de méthode sur l'évaluation du préjudice écologique, pas de barème, pas de nomenclature. Quand on fait un peu le parallèle avec ce qui se passe au titre des préjudices corporels, on a une nomenclature d'un TIAC qui n'est pas une nomenclature obligatoire, mais qui permet effectivement de s'y référer et les cours d'appel et les juridictions s'y réfèrent. Et c'est quelque chose qui est très clair en fait. On n'a pas d'interprétation différente suivant les juridictions. On a des préjudices, on a des postes, on les multiplie par la nomenclature et on arrive à des conclusions objectives et qui sont unanimes sur le territoire. Et c'est absolument pas le cas pour le préjudice écologique. On a évoqué plusieurs fois la possibilité que l'Office français de la biodiversité puisse notamment établir une méthode, un barème, en fonction des écosystèmes qui sont détruits, en fonction du degré d'atteinte à un écosystème. C'est quelque chose sur lequel les scientifiques devraient pouvoir se plonger, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Sauf que là, on est presque 10 ans après la loi et qu'on n'a même pas une amorce de méthode. On n'a rien.
de la part du ministère de l'Environnement. Donc ça, c'est vraiment dommageable en fait, pour la sécurité juridique, tout simplement parce que c'est des choses qui... Ça va être la méthode d'évaluation du préjudice écologique, elle va dépendre de chaque cas, de chaque avocat qui va traiter le dossier et de chaque juridiction qui va interpréter et qui va juger en fonction des éléments qu'on leur a donnés. Il faut quand même savoir que, il y a un principe général dans le cadre d'une réparation des préjudices, c'est que la réparation doit être intégrale. Et ça, la Cour de cassation, ça fait très longtemps qu'elle le dit. On ne peut pas, même au titre du préjudice écologique, mais au titre d'aucun préjudice, attribuer la somme d'1 euro au titre du préjudice écologique. La réparation doit être intégrale. Mais du coup, ça donne une exigence qui induit une certaine... il faut être assez effectivement honnête et assez rigoureux dans son évaluation de son préjudice écologique pour qu'il y ait effectivement cette réparation intégrale. Alors, vous verrez que la Cour de cassation, elle a pas non plus, pas plus que le ministère de l'Environnement, elle n'a pas statué sur une méthode d'évaluation alors qu'elle avait été saisie en ce sens. Et elle nous dit que c'est au juge du fond d'apprécier souverainement, effectivement, les méthodes d'évaluation. Ça ne permet pas non plus de la sécurité juridique sur ce dossier-là. Alors après, quand on regarde la doctrine méthodes qui peuvent être proposées, mais ça dépend également, enfin, ça dépend de ce que les scientifiques aussi ont fait comme travail sur les espèces ou les écosystèmes qui ont été impactés. Et donc, on peut se servir notamment de la valeur des services écosystémiques rendus par l'écosystème détruit. C'est une notion qui peut paraître un petit peu compliquée, mais qui est en fait assez simple à comprendre. Toujours dans le cas de la Posidonie, c'est cette méthode qu'a retenue le tribunal maritime. On s'est rendu compte en faisant des recherches scientifiques que la Posidonie, c'était une plante à fleurs qui est endémique de la Méditerranée et les scientifiques avaient recensé 25 services rendus par cette Posidonie à l'homme. On a notamment la capture de carbone, la production d'oxygène et le fait que ce soit une zone de frayère, notamment pour les poissons. Et donc, elles permettent d'abriter 30% de la faune maritime et permettent aussi, du coup, une pêche plus importante, puisque effectivement, la Posidonie permet un refuge poissons et permet effectivement une augmentation de la ressource halieutique. Et donc, ils ont chiffré, les scientifiques, ils ne sont pas tous d'accord, mais ils ont chiffré les services rendus par la Posidonie par an. Enfin, en fait, combien ça coûte de la détruire, combien ça coûte à l'homme, si on doit remettre ces services écosystémiques en l'état. Et donc ça, c'est un élément qui est intéressant parce que c'est un écosystème et c'est une espèce et un écosystème, hein, la Posidonie, c'est les deux, dont les services ont été chiffrés, mais il y a très peu de services écosystémiques qui ont été chiffrés par les scientifiques. Donc en fait, moi j'ai un petit peu sauté sur l'occasion en me disant, voilà, c'est tellement rare qu'on ait une valeur des services écosystémiques rendus qui étaient chiffrés par des scientifiques, par plusieurs scientifiques. Et donc il faut s'en servir pour dire, voilà combien ça coûte à l'homme de détruire la Posidonie. On peut aussi, et ça j'avais proposé un deuxième calcul, c'est combien ça coûte de réparer l'atteinte à l'environnement. Bah, ça me paraissait assez pragmatique vu que c'est le principe même du préjudice écologique. Et donc on avait fait faire des devis par des associations ou par des sociétés et on s'était basé sur des études pour dire, voilà, ben là, à cet endroit-là, si on doit replanter tant de mètres carrés de Posidonie détruits, ça coûte très cher parce qu'il faut des plongeurs, il faut un suivi scientifique. Et voilà. Dans ces deux, en fait, j'avais proposé ça au début. Je me suis dit, je vais tenter. Peut-être que je le proposerai pas au magistrat, mais je vais le tenter pour voir un petit peu quelle échelle de valeur ça donne ces deux modes de calcul. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était des échelles de valeur qui étaient à peu près similaires. Donc finalement, je les ai gardées pour les proposer au juge et pour pouvoir enfin, que le magistrat puisse faire un choix en conscience. Et voilà, il a choisi la valeur des services écosystémiques rendus.
On a aussi dans d'autres dossiers, on peut, quand on a des spécimens, notamment d'espèces protégées, et je pense à un dossier dans les Hautes-Alpes sur la destruction de bouquetins, enfin, le parc national des Écrins avait à un moment proposé le coût de la réintroduction en fait, des spécimens qui avaient été détruits. Combien ça coûte au parc national puisque le parc national est acteur de cette réintroduction. Et donc ça, c'est des choses qui sont plutôt faciles à chiffrer. Pour le coup, pour des établissements publics comme des parcs nationaux, mais ça peut être aussi le cas pour des associations de protection de l'environnement qui sont acteurs de plans nationaux d'action en faveur d'espèces emblématiques comme le gypaète ou d'autres, ou l'aigle royal, ou ce genre d'espèces. Voilà, ça peut effectivement servir de base de calcul. Et après, j'ai des fois un peu honte de le dire, mais on peut se baser, et quand on n'a que ça, en fait, c'est vraiment en dernier recours, sur l'ancien barème de l'Office national français de la chasse et de la faune sauvage, parce que c'est le seul barème qu'on a en termes d'espèces, mais c'était plutôt alors d'espèces chassables. Voilà. Donc on se base encore parfois sur ce barème, faute de mieux en fait, parce que l'ONCFS du coup est devenu l'OFB et l'OFB depuis sa création n'a établi aucun nouveau barème. Voilà. Donc on peut se baser même si ce n'est pas à mon sens très satisfaisant, on peut se baser sur ce barème. Et là où effectivement, il y a une difficulté, c'est en fait, on le voit dans certaines jurisprudences et c'est ce qu'on a essayé enfin, on s'est vraiment attribué cette exigence, c'est de pas qu'il y ait une distinction claire entre le préjudice moral des associations, parce qu'il y a une atteinte directe ou indirecte à l'objet social qu'elles sont pour objet de protéger et l'atteinte et le préjudice écologique. C'est vraiment deux choses qu'il faut différencier. Et dans la jurisprudence, mais c'est quasiment, enfin c'est régulier, les associations de protection de l'environnement vont à la fois demander un préjudice écologique et un préjudice moral. Donc elles vont le justifier différemment, les critères sont différents, on l'a vu, mais il y a certaines jurisprudences qui ne justifie pas effectivement le calcul des dommages et intérêts. Alors, c'est pas de la faute forcément des magistrats, hein, c'est d'abord un travail des associations de protection de l'environnement de justifier comment elles calculent effectivement les dommages et intérêts qu'elles vont demander au titre du préjudice écologique. Comment elles calculent effectivement l'atteinte à l'environnement. Et c'est pas évident, hein, ça on l'a vu, l'atteinte à l'environnement, elle n'est pas forcément évidente à être calculée. Mais à mon sens, et ça non plus, ça n'engage que moi, je pense que quand on n'arrive pas à calculer et quand on n'a pas de méthode claire ou de méthode pertinente scientifique, même si elle est nouvelle, elle n'a jamais été proposée, si on n'a pas ces éléments-là, je pense qu'il faut rester sur du préjudice moral et que voilà, il faut vraiment demander le préjudice écologique quand on est conscient effectivement que l'atteinte à l'environnement, elle va pouvoir être réparée en nature ou alors la réparation qu'on va demander de manière monétaire, elle va pouvoir servir à une réparation en nature. Et ça, c'est le deuxième volet, il faut à mon sens, et pour que le préjudice écologique ait un sens au-delà du préjudice moral, il faut affecter les sommes qui ont été sollicitées. Il faut vraiment qu'elles soient affectées à la réparation en nature de l'atteinte à l'environnement. Voilà. Donc nous, effectivement, on a demandé la réparation, l'attribution des sommes. On ne l'a pas demandé pour France Nature Environnement PACA parce que France Nature Environnement PACA n'a pas la compétence pour aller replanter l'herbier de Posidonie. On l'a demandé au profit de l'Agence de l'eau parce que c'est un établissement public euh, qui ne s'est pas constitué partie civile dans ce dossier-là et je pense qu'il ne se constituera pas partie civile dans les autres dossiers de Posidonie, ce qui est bien dommage. Mais c'est eux qui ont ils ont un budget alloué par l'État, ils ont un budget qui sert, enfin, ils ont une ligne de budget qui sert exclusivement à la replantation des herbiers de Posidonie en Méditerranée. Et ils ont déjà financé ce genre de projet. Donc, on n'a effectivement pas demandé l'affectation du préjudice écologique à France Nature Environnement PACA, ça n'avait pas de sens dans ce dossier. Et donc, on est arrivé au jugement du tribunal maritime, qui est assez récent, du 22 novembre 2024,
qui reconnaît l'atteinte non négligeable et elle se base sur ça, sur toute une argumentation qu'on avait recherchée parce qu'il y a une protection internationale européenne, française. On avait développé les 25 services écosystémiques rendus par cette plante, la séquestration de carbone, production d'oxygène, hier je vous en ai parlé. Il y a aussi le fait, c'est un élément, c'est un critère à mon sens intéressant sur l'atteinte non négligeable, c'est cette plante est en régression très importante en Méditerranée, notamment du fait des ancrages, mais pas seulement. Il y a aussi le fait de la pollution, parce que c'est une plante qui est très sensible aux pollutions marines et au réchauffement de l'eau. Et, euh, et on voit à l'issue de ce jugement que l'infraction qui avait été poursuivie, c'était pas du tout destruction d'espèces protégées, puisque le tribunal maritime n'aurait pas été compétent sinon, mais c'était simplement un mouillage en zone interdite. Et donc là, le tribunal maritime, c'est pas mal ce qu'il fait parce qu'il va nous instaurer une présomption d'arrachage. C'est-à-dire à partir du moment où on viole cet arrêté préfectoral de mouillage en zone interdite, il va dire, voilà, cet arrêté préfectoral, il a instauré cette interdiction parce qu'il y a la posidonie et uniquement parce qu'il y a la posidonie sur ces sites. Donc à partir du moment où l'arrêté préfectoral est violé, c'est qu'il y a une présomption d'arrachage de la posidonie. C'est une présomption simple, ça veut dire que le capitaine du yacht qui est poursuivi peut ramener la preuve contraire. Mais ce qui peut paraître compliqué parce il va falloir qu'il aille plonger, qu'il aille prendre des photos de son ancre et pour démontrer qu'il n'a pas effectivement arraché la posidonie malgré son mouillage en zone interdite. Voilà, sur la méthode retenue, donc c'est l'évaluation de la valeur des services écosystémiques. Moi, j'avais effectivement les deux calculs, hein, mais même les deux calculs que j'avais proposés, c'était d'abord dans un but pédagogique, parce que je voudrais que, bah, c'est une affaire qui a été médiatisée, et je voulais que les médias, le grand public, mais aussi les magistrats et surtout le prévenu se rendent compte que, en fait, cette infraction-là, elle a un impact fondamental sur l'environnement. Elle peut dégrader des surfaces énorme de posidonie. Un seul mouillage, parce que les encres, elles ont des poids considérables. Il y a l'encre qui va arracher la posidonie, mais il y a aussi la chaîne qui va raguer et qui va effectivement arracher aussi de la posidonie, au moins l'abîmer. Et c'est des infractions qui sont importantes si le mouillage dure plusieurs jours, s'il y a de la houle, s'il y a du vent. Et ça peut arriver. Enfin, nous, on était arrivé à des calculs où on avait presque, par mouillage, on pouvait avoir 700 mètres carrés de posidonie abîmée. Donc, c'est un impact qui est considérable sur la destruction de la posidonie, parce qu'il faut savoir que la posidonie, il en reste à peu près à l'échelle de la Méditerranée française. Il en reste à peu près la surface de la taille de la ville de Marseille. On est à peu près à 86 000 hectares. Mais si chaque ancrage de yacht interdit va détruire environ 700 voire 1000 mètres carrés, on peut vraiment arriver à une fin de la posidonie très rapide, surtout vu la croissance du yachting et des grands yachts sur la Côte d'Azur, mais pas que. On peut arriver effectivement à une destruction considérable des yachts, de la posidonie à cause des yachts. Et donc, on a effectivement proposé ce calcul dans un but pédagogique pour dire que la destruction de l'environnement, parce que malheureusement, c'est souvent l'économie qui prime sur l'environnement. Et donc, on a voulu donner un caractère économique, effectivement, à cette destruction de l'environnement. Donc, on s'est basé aussi sur des études scientifiques. Et là, on a eu la chance aussi de se baser sur la note de l'assistant spécialisé, ce qu'on n'a pas tout le temps, mais qu'on a de plus en plus sur des dossiers complexes, notamment sur des trafics d'espèces protégées, sur des trafics de passereaux, notamment. On a ce genre de notes qui peuvent nous servir de base scientifique et juridique. Et je vous l'avais dit, effectivement, l'autre méthode qui avait été proposée, c'est celle de la replantation des herbiers de Posidonie, euh, qui avait été également proposée dans un but pédagogique pour dire, bah, en fait, ça coûte très très cher de réparer votre infraction que vous avez commis en moins de 24 heures. Ça peut coûter et on est sur des sommes qui peuvent chiffrer en plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, il faut quand même avoir conscience que c'est des sommes qu'on ne demande que très rarement quand on est association de protection de l'environnement.
Mais c'est des sommes qui peuvent être très importantes, surtout que là, on parle, la personne qui a été condamnée, hein, les personnes qui ont été condamnées, c'est des capitaines de yacht et c'est des personnes physiques, ce ne sont pas des personnes morales. Et ils ont été condamnés à des sommes qui sont très importantes. Dans un des dossiers pour lequel il n'y a pas d'appel, le monsieur Xondor, alors on avait proposé une somme qui était plus importante, le tribunal maritime l'a réduit, mais on est quand même sur des sommes qui sont de l'ordre de 86 000 euros. Voilà, tout ça coûte cher de détruire l'environnement. Et on avait demandé une publication du jugement pour que, effectivement, dans les magazines spécialisés, pour que les personnes soient, enfin voilà, pour que les autres capitaines de yacht soient au courant, effectivement, de ce genre de condamnation et qu'il y ait une plus grande vigilance de leur part, parce que des fois, c'est pas forcément de la mauvaise foi, mais voilà, là, à un moment, il y a eu une médiatisation de ce genre de jurisprudence qui permet, effectivement, aujourd'hui, qui ne leur permet plus de dire on ne savait pas, on ne connaissait pas l'importance de la Posidonie, on ne connaissait pas effectivement l'existence de ces arrêtés et l'intérêt de ces arrêtés. On avait aussi, toujours dans celle du coup de la replantation des herbiers de Posidonie, on avait proposé un coup de surveillance aussi par le gestionnaire, parce que ça ressortait pas mal des collectivités territoriales qui gèrent les aires marines protégées. Elle nous disait, oui, moi je veux bien qu'on replante, mais si vous surveillez pas, si on surveille pas derrière et qu'il y a des mouillages qui interviennent, des mouillages illégaux qui interviennent directement après, bah, ça sert à rien cette replantation, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour rien. Et donc, elle nous avait proposé, on avait travaillé avec elle, nous avait proposé de faire une proposition de coût de surveillance du site par le gestionnaire de cette aire marine protégée. Alors, pour le coup, le tribunal maritime ne l'a pas retenu parce que s'ils sont allés un peu au-delà de la lettre stricte du préjudice écologique, en attribuant les sommes non pas à l'État stricto sensu, mais à l'Agence de l'eau, qui est un établissement public à caractère administratif, ils ne sont pas allés jusqu'à considérer que les collectivités territoriales pouvaient se faire attribuer les sommes au titre du préjudice écologique. Puisque effectivement, nous on a fait affecter effectivement ces sommes à l'Agence de l'eau, puisque ça c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé aussi, notamment avec l'État. Euh, on ne peut pas, en fait, si on demande l'attribution des sommes à l'État sans précision ni de Réal, ni Agence de l'eau, ni OFB, les sommes qui sont affectées au titre du préjudice écologique partent dans le budget général de l'État. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien expliqué au tribunal, c'est que du coup, on ne reverra jamais ces sommes et ces sommes ne serviront jamais à la réparation en nature. Donc, c'est une lacune, à mon sens, dans la législation. Il faut que la législation prévoie effectivement une possibilité claire, parce que ce n'est pas prévu de manière claire dans le texte, mais faut que ce soit prévu qu'on puisse faire attribuer ces sommes aux agences, aux établissements publics qui sont compétents dans ces domaines-là. En l'occurrence, nous, c'était l'agence de l'eau, mais ça pourrait être l'OFB sur d'autres dossiers, ça peut être l'ADREAL, ça peut, voilà. Euh, et dans un autre dossier où c'était l'ADREAL qui s'était vu attribuer les sommes, on a, de la part de l'ADREAL nous disait, mais c'est parti dans le budget général du ministère de l'Environnement. C'est très compliqué pour revoir les sommes et pour effectivement vraiment réparer, les attribuer à la réparation du préjudice écologique. Voilà, voilà l'ensemble des. J'espère que j'ai pas trop dépassé le temps. Voilà, c'était mes observations dans le cadre de cette Merci. présentation. Merci beaucoup Isabelle. Bah, c'est super intéressant, hyper riche. J'ai plein de questions. Il y en a déjà quelques-unes dans la discussion. Donc n'hésitez pas pour tout le monde qui nous regarde, voilà, soit vous pouvez lever la main virtuellement ou alors inscrire vos questions dans la discussion. Mais du coup, alors il y en a une première enfin il y en a une qui revient un peu dans différentes formulations, c'est la question de l'articulation entre préjudice écologique et un préjudice qui s'intéresse plutôt aux questions sanitaires, médicales, corporelles. Je ne sais pas si tu as déjà des éléments de réponse. Nous, c'est une question effectivement qu'on se pose chez notre affaire à tous, puisque quand on travaille sur des pollutions, eh bien, ça impacte les écosystèmes, mais aussi effectivement la santé des gens souvent. Donc, je ne sais pas si tu as des éléments de réponse. J'ai un article que je pourrais partager dans la discussion pour les personnes qui souhaitent aller plus loin Oui, là-dessus. ouais.
Oui, alors du coup, effectivement, moi, j'ai pas vraiment été confrontée à cette question, mais le préjudice écologique, c'est vraiment une atteinte à l'environnement. Après, pour les préjudices qui sont sanitaires, ça peut être invoqué, à mon sens, différemment dans d'autres outils Mm. que le préjudice en tant que tel, préjudice écologique en tant que tel, mais ça pourrait être intéressant de le développer volet sanitaire parce qu'on est clairement, enfin. Je pense que si on parle des pesticides, notamment de la pollution de l'air, on pourrait évoquer effectivement ce préjudice écologique de ce point de vue-là, oui. On a effectivement du coup donc il y a un peu deux choses à différencier peut-être pour Jean-Raoul qui a posé la question. Il y a le sujet du préjudice individuel, donc une personne qui serait atteinte individuellement dans sa santé. Donc là on parle plutôt de préjudice corporel assez classique entre guillemets en droit. Mais ensuite, il y a une question qui est, donc j'envoie un article dans la discussion pour les personnes intéressées, qui est pour l'instant un sujet enfin, uniquement doctrinal, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de jugement là-dessus sur le préjudice sanitaire qui serait un préjudice collectif, au même titre que le préjudice écologique. Si on a, par exemple, sur une zone polluée, une prévalence d'une certaine maladie liées à l'exposition à la pollution. Bon, c'est du coup pour l'instant exploratoire, mais c'est effectivement très intéressant comme on sait que santé et environnement sont extrêmement liés aujourd'hui. Donc voilà, ce sont un peu des réflexions en développement sur le préjudice sanitaire d'un point de vue collectif. Voilà. Mais ça pourrait, à mon sens, ça pourrait se tenter sur le volet 2247 qui parle de l'atteinte aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Et le volet sanitaire, à mon avis, ça rentre pleinement là-dedans. Si on considère qu'effectivement, il y a l'environnement sain qui permet une bonne santé, ça pourrait effectivement ouais, découler Mm. de Oui. là-dessus. On a une question de Romane qui peut ouvrir son micro. Oui, bonjour déjà, merci beaucoup, c'est super intéressant et je me disais qu'une seule chose que je prépare le barreau cette année, c'est j'ai hâte d'espérer l'avoir et d'espérer faire le type de travail que vous faites parce que voilà, ça donne envie. Même si j'imagine que c'était pas facile tous les jours. Et du coup, ma question c'était, est-ce que justement, donc sur le fait, l'argument qu'ont pu, j'imagine, invoquer donc les conducteurs, les chauffeurs de yacht, de dire, en fait, on savait pas. Est-ce que c'est un truc qui a été pris en compte, auquel les magistrats ont pas mal réfléchi, le fait de se dire, ouais, mais s'il n'avait pas la conscience de provoquer de dommages, voilà, ou est-ce que pas du tout, parce qu'on peut se dire que dans d'autres domaines, finalement, ce serait beaucoup moins évident, même si là, enfin, voilà, je sais pas, je pose la question. Sur Oui, alors, l'intentionnalité. non, mais en fait, non, ça n'a pas du tout été pris en compte. Effectivement, ça a été la défense des capitaines, c'est qu'ils ne savaient pas et que de toute façon, ils sont enfin, c'est des marins. Donc, moi, c'est ce que j'entends souvent dans ces dossiers-là, c'est des marins, ils sont sensibles à la mer, ils ne veulent pas la détruire. Réalité, elle est un peu différente et la réalité, c'est que, alors, des fois, effectivement, ils sont un petit peu tiraillés entre, parce que c'est des capitaines de yacht, mais qui sont souvent loués. Il y a ils ont des clients. Et en fait, la Posidonie, elle se trouve à proximité immédiate des côtes, dans des fonds qui font moins de 40 mètres. C'est les endroits les plus agréables. Ils vont mouiller loin des autres, donc dans des endroits interdits, parce que ce qu'essaye de faire l'État, quand même, c'est de regrouper les zones de mouillage. Voilà, et ils savent très bien que maintenant, ils le savent. Alors après, les arrêtés, ils datent de 2019, donc ils sont assez récents. Mais aujourd'hui, on est en 2025. Ils le savent parfaitement et de toute façon, les capitaines de yacht, ils ont des formations continues, ils doivent être au courant enfin, de cette législation. Il y a une application marine qui a été fondée par la société qui fait notamment la transplantation d'herbiers et qui permet effectivement de savoir avec une localisation GPS, de savoir instantanément si on est sur de la Posidonie ou pas, même en dehors des zones interdites au mouillage. Et cette application marine, elle est connue, enfin tous les capitaines la connaissaient quand ils sont venus en audience, donc on n'a pas de doute sur le fait qu'ils connaissent la législation. Après, je pense qu'ils n'avaient pas, et ça je pense vraiment, en tout cas pour les premiers dossiers qui ont été plaidés, ils n'avaient pas conscience de l'ampleur environnementale de l'infraction. Ça, c'est clair. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Charlotte, Oui, merci beaucoup. Bah déjà, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant et super utile.
Moi, j'avais une question si vous avez déjà travaillé sur des dossiers où le préjudice écologique, il est fait par rapport à une espèce animale plutôt que végétale. Parce que je me disais que dans la réparation du coup d'un préjudice écologique réalisé pour un animal, c'est peut-être plus compliqué de réparer vu qu'on peut pas, on peut pas redonner vie à un animal qui est mort. Et je sais pas si dans les politiques environnementales de oui, repeupler une espèce, est-ce que ça fonctionne de la même façon ou pas du tout? C'est intéressant comme question, effectivement. Alors, moi, j'ai pas eu à demander le préjudice écologique sur une espèce animale. Par contre, j'ai travaillé dans des dossiers où le parc national, notamment des écrins ou des calanques, l'a fait. Et notamment, enfin voilà, c'est un des éléments, une des méthodes de calcul qu'on avait utilisé, enfin qui avait été utilisée, c'était le coût de la réintroduction de l'animal. Mais quand on parle d'espèces qui ont déjà été réintroduites, donc je parle du bouquetin, du gypaète, mais des espèces voilà, où il y a des plans de réintroduction nationaux, c'est de l'argent public qui est utilisé, qui est soit attribué à des associations qui les gèrent ou à des parcs nationaux. Et voilà, donc là, ça peut se chiffrer facilement. Après, sur les espèces animales qui ne sont pas réintroduites, c'est à mon sens plus compliqué. On peut demander c'est ce qu'on va faire dans un dossier. Enfin, c'est pas moi du coup, mais une autre personne qui travaille sur ce dossier-là. Un chiffrage pour dire, ben voilà, pour favoriser notamment des oiseaux, favoriser la nidification, donc aller créer des plateformes de nidification pour favoriser la nidification, pour augmenter la population qui a été détruite. Ça, c'est possible aussi. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais en vrai, j'en avais une autre liée à ça aussi, Vas-y, si je vas-y. peux la poser. Enfin, c'est plus parce que je pense que tout ce que vous avez dit, c'était surtout en droit pénal, vu que c'est sur quoi vous travaillez Oui. principalement. Mais si on est dans un cadre de droit administratif, où donc l'État serait en partie responsable, mais en même temps, comme vous avez dit, souvent, les parties qui sont invitées à se constituer partie civile, ce sont du coup, des établissements publics et l'OFB. Donc, il y aurait un peu un conflit d'intérêts entre celui qui est responsable et celui qui pourrait en outre réparer le préjudice. Donc, dans ces cas-là, comment ça se passe? Alors après, devant la juridiction administrative, il n'y a pas de constitution de partie civile, hein. C'est souvent les associations de protection de l'environnement qui vont attaquer l'État justement parce qu'il ne prend pas les mesures nécessaires. Et il y a eu des jurisprudences devant le TA qui ont invoqué le préjudice écologique. Le préjudice écologique a été retenu, mais ça a été demandé par les associations de protection de l'environnement contre l'État. Donc là, effectivement, on ne va pas demander après que les sommes soient attribuées à l'État pour aller faire le travail qu'il ne fait pas. C'est pas là, c'est vraiment, là, c'est aussi pour ça que j'ai insisté. Moi, je travaille essentiellement sur du pénal, mais c'est intéressant aussi d'en parler devant la juridiction administrative, mais c'est pas vraiment le cadre de mon intervention et c'est vraiment des conditions qui sont différentes et en fait on va pas faire les mêmes demandes et effectivement là je vais pas forcément aller demander l'attribution du préjudice écologique qui soit affecté à l'agence de l'eau devant le TA. Enfin il y a pas là c'est vraiment un cas particulier, c'est deux juridictions différentes effectivement et quand on est devant le tribunal administratif on est contre l'État donc on va pas demander l'affectation des sommes à l'État effectivement. Mais est-ce que ça reste le même raisonnement pour les associations qui font des recours du coup contre l'État, qu'elles doivent prouver qu'elles ont la compétence pour potentiellement rétablir le préjudice écologique? Oui, alors après, c'est un dossier que je maîtrise moins, mais les caractères du préjudice écologique sont les mêmes, hein, parce que le préjudice écologique qui est invoqué devant le tribunal administratif, c'est les articles du Code civil, hein. Et Donc, peut-être pour compléter là-dessus, quand on attaque du coup l'État sur des questions de préjudice écologique, en fait, c'est par exemple quand on considère une carence sur un sujet ou un autre, donc par exemple en matière climatique, en matière de biodiversité, en matière de pollution de l'air, enfin voilà. Et donc, ça peut être en fait une allocation des sommes à des agences spécialisées sur ces sujets, donc par exemple en matière de pollution de l'air, aux agences Atmo par exemple qui du coup vont pouvoir avoir une action contre la pollution de l'air plus forte si leur budget est augmenté. Mais effectivement, ça pose la question de, en fait, imaginons qu'on alloue une certaine somme en réparation d'un préjudice écologique à des agences publiques du fait d'une carence de l'État, et bien en fait que l'État ensuite ait juste à baisser le budget de l'agence pour l'année suivante et entre guillemets, il y a un effet un peu de baignoire comme ça qui peut s'installer. Donc c'est une vigilance à avoir ensuite de la part notamment des associations. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Salomé, si tu veux prendre la suite.
Oui, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était très intéressant. Moi, j'aimerais revenir sur la partie où vous parliez de la méthode pour l'évaluation du préjudice écologique, en parlant notamment des chercheurs, parce que moi, je suis plus axée recherche en gestion de l'environnement. Et du coup, j'avais des questions sur, en fait, sur quoi les chercheurs devraient travailler pour pouvoir aider le droit, parce que comme ce sont des situations très diverses, en fait, auxquelles le droit est confronté, qu'est-ce qui serait vraiment utile de la part des scientifiques? Alors moi il faudrait que les scientifiques s'organisent aussi parce que si chacun fait ses petites recherches dans son coin, ça va pas forcément, ça va peut-être partir dans tous les sens. En fait, il faudrait que ce soit, en fait, globalement, il faudrait que ce soit le ministère de l'Environnement ou l'Office français de la biodiversité qui coordonne des scientifiques pour nous faire une nomenclature, en fait, hein. Vraiment, on en parle Mhm. depuis un moment, mais sans nomenclature, c'est un peu le bazar, hein, sincèrement, hein. Et Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce dossier, c'est que les scientifiques avaient chiffré la valeur écosystémique des services écosystémiques rendus ouais. l'écosystème. Ça, c'est vraiment intéressant de dire, ben voilà, en fait, vous voyez qu'une plante, mais en fait, cette plante, elle est très utile à l'homme et elle apporte tant en monétaire. C'est un peu triste de devoir effectivement de devoir pouiller à l'économie, mais là, on est obligé puisque la réparation nature n'est pas possible. Donc, on veut une réparation monétaire et on veut la chiffrer correctement. Mais voilà, à mon sens, c'est Mm. chiffré. Et ça, moi, juriste, même si j'ai quelques compétences naturalistes, je n'arriverai jamais à le faire. C'est chiffré Mm. combien cette espèce rapporte à l'homme, en fait. D'accord. Et le ministère, il n'a pas du tout lancé de programme de coordination pour le moment. C'est ça que vous étiez en train Non, de dire? non, non, non. Mm. Par exemple, il y Là, a certains services du ministère, notamment des économistes de l'environnement, effectivement, qui mènent ces analyses, mais du coup pas spécifiquement en vue d'établir une nomenclature pour le préjudice écologique. Mais D'accord. typiquement, par exemple, sur l'eau, il y a certains voilà, services du ministère qui sont enfin, qui sont là pour pouvoir fournir des analyses en économie de l'environnement et donc, entre guillemets, mettre des valeurs économiques sur les services écosystémiques, notamment rendus par des écosystèmes. Donc, il y a Merci. voilà, il y a des modèles qui existent. Et on avait juste une remarque de Clarisse sur la question précédente par rapport aux juridictions administratives qui dit que de ce qu'elle a vu, les juridictions administratives sont bien plus frileuses sur le préjudice écologique. Les condamnations qu'elle a vues passer étaient plus faibles au TA, au tribunal administratif, qu'au tribunal judiciaire. Donc ouais, mais ça, intéressant, effectivement. ouais. C'est quelque chose qu'on constate régulièrement en environnement, hein. Après, c'est l'argent de l'État, donc ils sont beaucoup plus frileux à condamner avec l'argent de l'État, hein, ça c'est clair. Mm. Est-ce qu'on a des dernières questions à l'oral ou à l'écrit? Ouais, on va prendre Romane, puis Marianne. Hop, ouais, bah, merci beaucoup. Du coup, je me repermets, j'avais juste une mini question, peut-être un peu évidente, mais c'est quoi, enfin, il faut donc j'imagine une infraction pénale pour obtenir la réparation de ce préjudice. C'était quoi en l'occurrence l'infraction pénale? Euh, Alors, dans la plupart des cas, c'est la destruction d'espèces protégées. ok, Là, ça n'a pas été abordé sur ce volet-là, mais c'est vraiment ça qui était poursuivi par la législation. Et là, c'était un arrêté de la préfecture maritime qui interdisait le mouillage, en fait, sur des zones où il avait répertorié de la posidonie. Et c'est quelque chose, D'accord. en fait, ça fait de la préfecture maritime, on a aussi longuement échangé avec elle. Ça faisait très longtemps qu'ils se posaient la question de savoir comment ils allaient le réglementer et qu'il y ait des sanctions qui soient utiles, en fait, euh, et quelle réglementation utiliser. Parce que la destruction d'espèces protégées, il va falloir prouver que l'espèce protégée, en l'occurrence, a été détruite. Et si la préfecture maritime, la gendarmerie maritime ou même les gestionnaires d'aires marines protégées doivent aller à chaque mouillage illégaux, aller sur le site pour aller mettre des plongeurs pour démontrer que la posidonie a été arrachée, c'est impossible, infaisable. Donc ils ont trouvé, après de longues réflexions, ils ont trouvé que ce système qui est intéressant. En disant, voilà, nous on a répertorié la posidonie et sur les zones de posidonie, il y a des arrêtés préfectoraux qui permettent effectivement d'interdire ce mouillage sur ces zones. Et
c'est là que la jurisprudence est aussi intéressante du tribunal maritime, c'est qu'elle a posé une présomption simple qui n'était pas dans l'arrêté préfectoral et qui va dire, du coup, dès qu'il y a un arrêté préfectoral de ce type qui a été violé, on présume que la posidonie a été détruite. Donc, on présume qu'on peut demander le préjudice écologique. Parce que demander un préjudice écologique sur la violation d'un arrêté préfectoral, c'est pas forcément intuitif. Il faut vraiment, C'est aussi pour ça que cette présomption, pour nous, pas pour la constitution de l'infraction, mais juste pour nous, parce qu'on demande le préjudice écologique, elle est intéressante. Ok, merci beaucoup. Et je crois qu'il y avait une question de Marianne. Je ne sais pas si c'est toujours... Oui. Je reviens sur la méthode pour l'évaluation du préjudice écologique. Est-ce que par hasard, vous avez connaissance de méthodes, de nomenclature employées dans d'autres pays qui sont déjà existantes, desquelles on pourrait peut-être s'inspirer en France? Dans d'autres pays, du coup, j'ai pas tout bien entendu, c'est de nomenclature dans d'autres pays? Oui. Voilà, si jamais il y a des méthodes existantes qui sont couramment employées dans d'autres systèmes juridiques. Voilà, à tout hasard. Ah ouais, alors ça, je veux pas dire de bêtises. Non, j'ai pas connaissance de ça, mais peut-être que ça existe. Je veux pas vous dire de bêtises. Ok. Je sais pas. J'ai vu qu'il y avait des questions dans... Oui, alors en fait, c'est une question à laquelle on a répondu sur le lien entre... Enfin, on a répondu. On a proposé une piste, en tout cas, de réponse sur le lien entre préjudice sanitaire, médical et préjudice écologique. Et donc, je vais remettre le lien de l'article qui montre comment, justement, un peu articuler ces deux questions-là. Voilà. Et donc, on a Axel qui nous dit aussi, je ne connais pas bien ce sujet, mais il y a peut-être des choses à creuser du côté des modèles d'habitat equivalent analysis pour évaluer les coûts des dommages. Alors, je ne connais pas trop ce Moi non système. plus, J'ai je connais l'impression pas, que mais j'imagine que c'est un modèle économique. Oui. Hum, Qui n'a pas Peut-être, été fait en français, peut-être, mais Pardon, pourquoi pas. je peux juste préciser, Oui. c'est pas un sujet Oui. que je connais bien, mais j'ai croisé cette référence dans un article sur les compensations. Je ne sais plus exactement, et je comprends que c'est une famille de modèles économiques qui permet justement ces évaluations avec un certain nombre de paramètres. Donc je pense que ça peut être un thème peut-être à creuser pour D'accord. des réflexions futures. Est-ce que vous pouvez mettre l'article, peut-être? Je vais essayer de le retrouver, oui. Oui. Ok, merci. peut-être une dernière. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question. Eh bien, Charlotte sera, je pense, la dernière pour aujourd'hui. Oui, sauf si quelqu'un d'autre en a une. Bon, je la pose. Moi, j'avais une question sur, c'est pour revenir à ce que vous avez dit sur, donc, on calcule la valeur des services écosystémiques rendus et tout ce qui est relié à la production d'oxygène et peut-être même la captation de CO2. Parce que je pense que, quand on pense à la mer et l'océan, aux plantes qui font la photosynthèse. Et est-ce que quand vous calculez ça, il y a une méthode qui peut-être regarde le marché carbone, combien coûte, combien estimer un peu une capture de CO2, une émission de CO2 et le recalculer par rapport à ça, ou c'est pas du tout fait? Alors, je pense que ça n'a pas été fait par moi, ça c'est clair. Par contre, je pense que ça a été pris en compte dans les calculs des scientifiques, dans les estimations des scientifiques. Oui, clairement, parce que c'est vraiment un des services rendus par la Posidonie qui arrive dans les premiers, et évidemment qu'ils l'ont pris en compte, ça c'est sûr, pour le calcul. Moi, je me suis basée sur les calculs qui étaient déjà faits, hein. Je n'ai pas fait ces calculs moi-même, hein. Et c'était par rapport à quel, C'est des études de scientifiques en Méditerranée. Et en fait, ils se basent sur tout ce que rend comme service la Posidonie. Donc, il y a la Ok. captation de carbone, il y a la production d'oxygène, il y a le fait que ce soit une zone de frayère. Ok, merci beaucoup. Ah oui, j'ai le micro coupé, Ah oui, je me disais, effectivement. j'entendais plus. Pas de souci. Mais du coup, oui, j'avais une dernière question sur les limites actuelles de notre loi préjudice écologique. Donc, tu as cité le manque de nomenclature. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu identifies en tant que praticienne
de ce mécanisme-là? Oui, oui, clairement. Moi, il y en a une autre, hein, c'est que les agences de l'État et les établissements publics ne se constituent pas assez partie civile dans ce cadre de dossier, alors que c'est eux qui sont les plus compétents à demander des dommages et intérêts pour pouvoir réparer en nature. Et on voit que, bah, je pense que c'est politique, hein, sincèrement, il y a une frilosité de ces établissements publics d'aller effectivement faire ces demandes de réparation au titre du préjudice écologique. Mais on voit aussi que souvent, ces établissements publics, ils sont même pas présents pour demander un préjudice moral, alors que c'est une atteinte à leur mission. Donc, je pense que c'est plutôt politique et je pense qu'il faudrait enfin, il faudrait trouver une solution parce que moi, je travaille essentiellement pour des associations de protection de l'environnement, mais juridiquement, enfin, pour faire des choses correctes, en fait, en fonction de la législation et que le préjudice écologique et son intérêt soit respecté, souvent, je m'auto-censure et je ne demande pas le préjudice écologique parce que je ne pourrais pas justifier de l'affectation des sommes à la réparation en nature. Et c'est dommage que les instances compétentes ne le fassent pas. Et notamment, alors il n'y a pas que les établissements publics, il y a les collectivités territoriales qui sont gestionnaires de sites protégés et qui pourraient effectivement demander ces dommages et intérêts pour réparer en nature, mais qui ne le font pas. Et les associations de protection de l'environnement gèrent peu souvent des sites naturels et ont peu souvent les compétences pour réparer ces dommages. Et c'est dommage parce que c'est celles qui s'en saisissent le plus. Un petit exemple là-dessus, et avant de prendre la dernière question de Denis, c'est que par exemple, nous, on travaille sur la pollution au PFAS dans la vallée de la Chimie au sud de Lyon. Une instruction pénale a été ouverte et on a une trentaine de communes qui se sont constituées partie civile. Donc, ce sera intéressant aussi, en plus des associations évidemment, mais ce sera intéressant que ces acteurs aussi puissent demander la réparation de préjudice écologique, puisqu'elles seront, notamment pour les questions de gestion de l'eau, par exemple, elles seront un peu aux premières loges pour gérer les coûts de la dépollution, etc. Donc, mais je pense que c'est assez rare de ce que tu dis. Alors, et souvent, elles viennent, enfin moi, de ma pratique, hein, je vois, elles viennent et elles demandent 1 euro de dommages et intérêts. Et ça, c'est catastrophique pour la jurisprudence, mais aussi pour l'environnement parce que ça envoie un message et ça donne des jurisprudences. Parce que le juge ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle demande. Donc, si elle demande 1 euro, il ne va pas pouvoir leur attribuer 10 000 euros au titre du préjudice écologique. Et là, moi, je les vois, hein, les communes, elles viennent. Alors, elles ne viennent pas toujours, mais quand elles viennent, c'est un peu la cata. Denis, une dernière question avant qu'on clôture ce soir? Je vais profiter de la question pour d'abord faire un commentaire, un conseil pour que Retailleau donc demande à l'OFB d'intervenir en justice pour la réparation du préjudice écologique. Je pense que c'est dans l'air du temps. Mais non, ma question c'est est-ce que cette jurisprudence concernant la présomption donc d'un préjudice dans le cadre de l'arrêté de la préfecture maritime, est-ce que c'est une jurisprudence qui a déjà été utilisée sur d'autres sujets, d'autres affaires, et est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse donc s'appliquer de façon profitable? Alors, c'est une bonne question. Alors, ce dossier, il est un peu particulier justement parce que c'est pas l'infraction de destruction d'espèces protégées qui est poursuivie. Donc, c'est vraiment un dossier qui est un peu particulier parce que c'est une violation d'arrêté préfectoral. Ça pourrait effectivement être utilisé. Moi, je vois pas là d'autres cas où je pourrais l'utiliser, mais je pense qu'effectivement, il faut garder dans un coin de sa tête et s'en servir effectivement quand ce sera le cas. Mais là, en l'occurrence, moi, j'ai pas d'autres dossiers parce qu'en fait, c'est très rarement ce genre d'infractions qui sont poursuivies. C'est souvent les destructions d'espèces protégées. Mais bon, avec la limite qui va être apportée très rapidement par la législation sur cette infraction de destruction d'espèces protégées, puisqu'il a enlevé effectivement le caractère non intentionnel du délit. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre visio qui est très intéressante, mais c'est pas le même débat. Merci beaucoup. On va clôturer là si ça vous va. On a un petit peu dépassé de notre heure ensemble, mais c'est super intéressant. Effectivement, je note un peu l'idée de potentiellement élargir ces réflexions et d'organiser à un moment une académie sur le préjudice écologique dans les juridictions administratives, puisque c'est un peu plus
complexe, comme vous l'avez signalé. Si vous avez d'ailleurs, petit appel, si vous avez d'autres idées ou d'autres envies de sujets qu'on pourrait aborder dans le cadre de ces académies nat, et donc nous, on peut ensuite aller solliciter des personnes qui travaillent là-dessus. N'hésitez vraiment pas soit à les mettre maintenant dans la discussion ou alors à m'envoyer un message ou un mail ensuite. Je remets mon mail dans la discussion là maintenant, mais voilà, le but c'est que ça vous soit utile en tant que personne qui s'intéresse à ces approches juridiques sur l'environnement et les sujets environnement, climat, biodiversité. Donc voilà, et n'hésitez vraiment pas à nous soumettre vos envies de, entre guillemets, formation, discussion. Merci beaucoup Isabelle d'avoir pris de ton temps pour nous partager ces réflexions. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est aussi enthousiasmant de voir que parfois ça marche et que voilà, on arrive quand même à faire des choses. Et donc même s'il y a encore beaucoup de questions sur lesquelles avancer, à préciser, à renforcer, voilà, c'est quand même des avancées, on va dire, dans la bonne direction parfois. Donc merci Isabelle, merci tout le monde. Donc cette académie sera disponible sur YouTube dans les prochains jours et on aura une prochaine session en mars avec des informations à venir là-dessus. Voilà, bonne soirée à tous et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.